Donc, on va continuer maintenant avec les différentes conséquences de l'inflation. Donc, si vous vous rappelez, jusqu'à maintenant, vous connaissez déjà, selon notre modèle, les causes de l'inflation, que c'était basiquement la masse monétaire. Rappelez-vous que la masse monétaire, les variations de cette masse monétaire, c'est complètement contrôlé par la Banque centrale. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi l'inflation, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup dans l'économie. Pourquoi c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Si vous étiez attentif dans la vidéo précédente, vous pouvez déjà imaginer que la Banque centrale, c'est une institution qui n'aime pas trop l'inflation. Si vous vous rappelez, au début de ce cours-là, je vous avais dit la Banque centrale, quand on est dans une situation de monnaie fiduciaire, la Banque centrale, que c'est l'institution d'émission, elle a pris un compromis explicite de dire je vais faire le maximum pour garantir le pouvoir d'achat de la monnaie, étant donné, comme je vous avais dit bien au début du chapitre, que l'inflation, c'est quelque chose qui va éroder le pouvoir d'achat de la monnaie. Vous pouvez imaginer que la Banque centrale il va faire le maximum possible pour éviter qu'on a de l'inflation. Évidemment, ça c'est le cas où vous avez des banques centrales indépendantes. Quand vous avez des banques centrales qui ne sont pas indépendantes, c'est le problème. L'État il pourrait convaincre à la Banque centrale de ne pas continuer avec cet accord de garantir le pouvoir d'achat de la monnaie. Mais ça, normalement, ce n'est pas le cas. Normalement, la Banque centrale va essayer de faire le maximum pour ne pas avoir de l'inflation. Mais les choses que vous racontez maintenant, c'est qu'il va y avoir aussi des autres raisons pour lesquelles on n'aime pas trop l'inflation dans l'économie. En fait, je vais vous montrer que l'inflation, elle va avoir des coûts sociaux qu'on devrait essayer au maximum possible. D'accord? Donc, ça va nous justifier les types d'inflation qu'on essaie de cibler normalement dans l'économie. Donc, pour faire cela, on va considérer d'abord les cas les plus simples. Donc, imaginez-vous qu'on a une inflation anticipée. Anticipée, ça veut dire qu'on connaît parfaitement comment est-ce que les prix vont évoluer d'une année à l'autre, par exemple. Donc là, j'utilise un exemple pour vous illustrer tous ces points-là. Donc, imaginez-vous qu'on connaît qu'au long de l'année 2020, c'est un exemple, qu'au long de l'année 2020, les prix vont augmenter par mois de 0,5%. Si les prix augmentent par mois de 0,5%, je vais vous montrer dans quelques instants au tableau, ça va vous impliquer un taux d'inflation annuel de 6%. Donc l'idée, c'est, on va se poser la question de est-ce que ce type d'inflation anticipée, qu'on connaît, qui va passer comme ça, imaginez-vous qu'on connaît, que malgré qu'on connaît que l'inflation va être comme ça, est-ce qu'il va y avoir quand même des coûts sociaux? Donc on va voir d'abord pourquoi cette inflation de 0,5% d'un mois à l'autre, ça implique un taux d'inflation annuel de 6%. On va faire ça au tableau. Donc, comme je vous avais dit, imaginons qu'on a un taux d'inflation de 0,05% par mois. Donc là, qu'est-ce qu'il va passer? Là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que les niveaux de prix en janvier de 2021, disons l'année prochaine, basiquement, ça va être égal à quoi? Ça va être 1 plus 0,005 les prix de décembre 2020. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait bien imaginer. D'accord? Si on dit qu'on a une variation de 0,5% d'un mois à l'autre, ça va augmenter les prix. Donc, ils sont quoi les prix, les niveaux des prix de décembre de 2020? Basiquement, ça va être 1 plus 0,005 les prix de novembre 2020. Et c'est quoi les prix de novembre de 2020? C'est simplement 1 plus 0,005 les prix des mois précédents, les prix d'octobre 2020. Donc si vous remplacez là, ici, vous les remplacez là, et vous faites ça jusqu'à janvier 2020, pas 2021,
les choses que vous allez voir, c'est que en fait, vous allez avoir ça multiplié 12 fois. Donc, vous allez avoir basiquement, vous allez voir une formule qui nous dit que ça c'est à la puissance 12. Et là, vous mettez ici les prix de janvier 2020. Donc, les prix de janvier 2021, c'est égal à 1 plus 0.005. Ça, c'est les pourcentages. Le pourcentage, c'est 0.5%. Donc, je l'ai mis déjà entre 0 et 1. Donc, à la puissance 12, c'est comme ça change les prix d'un mois à l'autre par rapport les mois par rapport à une année précédente. Voilà, cette formule-là. Après, comme c'est les taux d'inflation d'une année à l'autre, cette année-là, vous prenez les prix de janvier 2021, mois, c'est un taux de croissance. Donc, les prix de janvier 2020 divisé les prix de janvier 2020. Vous remplacez cette formule là-dedans, vous allez voir que tous les prix de janvier 2020 ils vont disparaître. Donc vous pouvez le faire là, ça vous donne en plus 0.005 puissance 12 moins 100 divisé par 1. D'accord? Donc là, basiquement, il va vous dire que les taux d'inflation annuel entre janvier 2021 et 2020, c'est simplement 1 plus 0.005 puissance 12 moins 100. Et vous pouvez voir, si vous faites cette opération avec la calculatrice, ça va vous donner 0.06, que c'est égal à 6%. Voilà. Donc là, vous voyez que un taux d'inflation d'un mois à l'autre de 0.5%, ça implique un taux d'inflation annuel de 6%. Et ça, c'est l'exemple qu'on va considérer. Donc, imaginez-vous qu'on connaît exactement comme les prix vont changer d'un mois à l'autre, on les connaît exactement, et ça va nous donner un taux d'inflation annuel de 6%, qu'on les connaît aussi. Donc, vous allez voir que cette espèce d'inflation, malgré que c'est anticipé, il va avoir des coûts sociaux. Donc, on continue avec notre exemple. Donc, c'est quoi le premier coût social qu'il pourrait avoir cette inflation anticipée? Bon, le premier coût qu'on pourrait identifier, c'est un coût qu'on appelle les coûts de sociaux. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous vous rappelez, quand on parlait du seigneuriat, il vous avait dit que quand vous avez de l'inflation, en fait, du point de vue des gens qui détiennent de la monnaie, l'inflation, ça va jouer un peu le rôle comme un impôt, qu'on appelait la taxe inflationniste. Et l'idée, c'était simplement que vous savez que l'inflation va éroder les pouvoirs d'achat de la monnaie. Évidemment, s'il y a de l'inflation, en fait, c'est similaire à que vous mettez un impôt sur les gens qui détiennent de la monnaie. Donc ça va être déjà un coût. Donc les choses qui passent, c'est que si on a de l'inflation, si on prévoit qu'il y a de l'inflation, les choses qu'ils vont faire, c'est les gens qui détiennent de la monnaie, ils vont essayer de détenir encore moins de la monnaie. Et quand vous ne détenez pas beaucoup de la monnaie, basiquement, chaque fois que vous avez besoin de faire une transaction, vous aurez besoin de la monnaie, alors vous allez être obligé, par exemple, d'aller à la banque et vendre des actions, par exemple, que vous savez, parce que vous ne voulez pas avoir de la monnaie en liquide, donc vous vendez des actions, après vous allez avoir de la monnaie, vous utilisez la monnaie pour faire votre transaction. Mais chaque fois que vous faites ça, il faut aller à la banque, il faut aller sur Internet, vendre des actions, etc. Ça, évidemment, dans l'actualité, faire tout ça, évidemment, il y a toujours un coût administratif, du temps, et aussi il y a des choses qu'il faut payer à la banque. Donc, vous voyez que cette inflation anticipée, malgré que c'est anticipé, il peut avoir un coût. Et pourquoi on appelle ce type de coûts les coûts de chaussures? Parce que, graphiquement, c'était traditionnellement appelé comme ça, parce que c'était l'idée de que si vous ne voulez pas garder de l'argent en liquide chez vous, vous êtes obligé, chaque fois que vous avez besoin de l'argent liquide, vous allez être obligé d'aller à la banque, donc de marcher vers la banque, pour demander à la banque de vendre votre action et vous donner de l'argent liquide. Et si vous faites ça très souvent, vous allez basiquement usurer la semelle de votre chaussure.
Donc ça, c'est la raison pour laquelle traditionnellement on appelle les coûts des chaussures. Simplement, on a gardé les noms traditionnels. Bon, après, l'inflation anticipée, il y a aussi des coûts qu'on appelle les coûts des catalogues ou les coûts des menus. L'idée est très simple. Imaginez-vous une entreprise comme Ikea. Bah, Ikea, vous savez, bah, Ikea, au début de l'année, il publie un catalogue énorme qu'il passe à tout le monde, donc c'est cher, etc. Donc imaginez-vous qu'IKEA, en janvier 2020, ils ont publié un catalogue. Bah, si IKEA il sait que les prix augmentent d'un mois à l'autre, bah, IKEA pourrait se poser la question, bah, est-ce que je devrais imprimer un nouveau catalogue chaque mois? Ou peut-être c'est mieux que je garde les prix que je vais établir le janvier 2020. Et voilà, bah, je garde ça parce que peut-être l'argent que je gagne avec les nouveaux prix, ça ne va pas compenser les coûts d'imprimer chaque mois ou chaque 3 mois ou chaque 6 mois un nouveau catalogue. Donc voilà, bah, vous voyez que l'inflation, malgré que c'est anticipé, il pourrait avoir un coût. Voilà. Ce coût-là, bah, dans ce cas, on l'appelle les coûts des catalogues ou les coûts des menus. On l'appelle coût des menus aussi parce que c'est un peu dans les passés. Les restaurants, par exemple, c'est un menu, il faut imprimer les menus chaque fois que les prix augmentent. Voilà, donc là, on appelle ça coût des catalogues. Bon, après, euh, l'inflation, il peut avoir aussi euh, un coût important lié au changement des prix relatifs. Donc, on revient encore à l'exemple de IKEA. Donc, imaginez-vous qu'IKEA n'a pas envie d'imprimer ses catalogues, de changer ses prix au cours de l'année. Donc, imaginez-vous qu'IKEA, en janvier 2020, décide de garder le niveau des prix. Ils ne vont pas les changer jusqu'à janvier 2021. Donc, si une chose comme ça arrive, bah, la chose qui va passer, c'est que si la concurrence, imaginez-vous que la concurrence change les prix. Donc, IKEA sait qu'au début de l'année, les prix vont être similaires au prix de la concurrence, mais quand les temps passent, comme il y a de l'inflation chaque mois, qu'on la connaît, c'est anticipé, bah, on sait que les prix de la concurrence vont être au fur et à mesure plus chers que les prix d'IKEA. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, les gens ils vont dire bah, on préfère plutôt acheter un Ikea à la fin de l'année qu'au début de l'année. Donc vous voyez que l'inflation, elle va affecter notre décision. Donc bah, voilà, c'est un autre coût additionnel au consommateur qui va décider de prendre ses décisions plus tard. Et aussi Ikea qui doit prévoir qu'à la fin de l'année, il va vendre beaucoup plus qu'au début de l'année. Voilà, ça c'est un autre coût. Bon, après, un autre coût important qui a l'inflation anticipée, c'est lié aux impôts. Bah, les impôts en général, ils ne prennent pas en compte l'inflation. Donc, bah, je vais vous donner un autre exemple. Imaginez-vous qu'en janvier de 2020, vous avez acheté une action, un produit financier, etc., pour un valeur de 100 euros. Imaginez-vous. Imaginez-vous qu'une année après, donc en janvier 2021, vous avez vendu la même action pour un prix de 106 euros. Donc là, clairement, en termes réels, vous n'avez rien gagné parce qu'en fait, 106 euros en janvier 2021, c'est équivalent à 100 euros de janvier 2020. Donc vous n'avez rien gagné. Mais du point de vue des impôts, les autorités des impôts, ils vont voir que vous avez acheté quelque chose à un prix de 100 euros, vous avez vendu ces choses-là, cette action à 106 euros, donc vous avez gagné 6 euros. Donc vous allez payer un impôt sur ces quantités que vous avez gagnées, mais dans la réalité, en termes réels, vous n'avez rien gagné. Donc voilà, un autre cas très explicite d'un coût qu'il pourrait avoir cette inflation anticipée. Après aussi, il y a un autre coût, c'est lié à que, si vous vous rappelez, la monnaie, c'est une unité de compte. Donc, si vous vous rappelez, on utilise la monnaie pour mesurer pour la valeur économique. Donc, bah, les cas d'une inflation anticipée, c'est comme si vous prenez cette règle pour mesurer la distance. Si on va à l'exemple, la distance que je vous expliquais pour vous expliquer l'unité de compte. Si vous vous rappelez, l'unité de compte, c'est équivalent à, quand on veut mesurer la distance entre deux points, on utilise les mètres. Donc, dans les cas de l'inflation, ça serait comme si cette distance qu'on appelle mètre change d'un mois à l'autre. Donc, ça serait assez embêtant de que chaque mois, on devrait changer cette chose qu'on appelle les mètres. En notre cas, c'est le prix. Là, bah, vous pouvez voir effectivement que ça va être un point inquiétant, hein, pour, étrange de voir que la distance entre Paris et Cergy-Pontoise,
sens d'un mois à l'autre, simplement parce qu'on change ces points de référence. Là, c'est le même. L'inflation va faire que vous changez ces points de référence. Donc, même si c'est anticipé, bah, c'est assez embêtant. Donc, ça, c'est le cas des coûts liés à une inflation anticipée. Évidemment, on pourrait imaginer que dans la réalité, une grosse partie, ou une partie assez importante de l'inflation, c'est non anticipé, on n'arrive pas à la prévoir. Donc, c'est quoi les coûts que pourrait avoir une inflation non anticipée ou c'est quoi les coûts qu'on pourrait avoir d'une partie de cette inflation qui n'est pas anticipée, qu'on ne peut pas prévoir. Vous allez voir que quand l'inflation n'est pas anticipée, les coûts qu'on va voir sont beaucoup plus tordus que dans les cas d'une inflation anticipée. Donc, les premiers cas, c'est le cas de, de tous les revenus que vous allez différer. Vous allez voir que les revenus que vous différez, là, ils vont être très affectés pour cette inflation non anticipée. Donc, imaginez-vous que vous allez demander aujourd'hui, 2020, vous allez demander une certaine quantité d'argent. Donc, quand vous demandez une certaine quantité d'argent, si vous vous rappelez, la banque il va vous dire, voilà, à l'échéance de ce crédit-là, il faut que vous rendez cet argent-là et en plus un taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, c'était le prix de ce type d'emprunt. Donc, vous aujourd'hui, imaginez-vous que la banque vous dit aujourd'hui, je vous donne ce crédit-là en taux d'intérêt nominal I, voilà, taux d'intérêt nominal. Et vous, pour décider, vous allez dire, moi, j'ai décidé en termes de taux d'intérêt réel, rappelez-vous du marché des fonds prêtables. Vous allez être en train de demander un fonds prêtable. Donc, en termes réels, un taux d'intérêt I, ça veut quoi? C'est simplement, si vous vous rappelez de l'équation que je vous ai montrée, l'équation de Fischer que je vous ai montrée dans le chapitre 3, les taux d'intérêt réels, c'est simplement I moins l'inflation. D'accord? Mais on est aujourd'hui, et ça, c'est un taux d'intérêt que vous allez payer à l'échéance plus tard. Donc, les choses qu'il va passer, c'est que dans la réalité, les taux d'intérêt que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est simplement les taux d'intérêt nominal moins l'inflation anticipée, qu'aujourd'hui, on anticipe qu'on va avoir dans les futurs. Donc, ça, c'est les choses que je vous montre dans la petite note là. Si vous regardez, dans la petite note là, les taux d'intérêt que vous allez prendre pour décider si vous allez accepter ou non ce crédit que vous allez demander à la banque, c'est le taux d'intérêt réel, c'est égal à le taux d'intérêt nominal I moins l'inflation pi. Hein, rappelez-vous de la notation pi anticipée, qu'on anticipe. Évidemment, quand on arrive au moment où il faut rendre de l'argent, à l'échéance de notre crédit, là, on n'a plus l'inflation anticipée, on a la vraie inflation. Mais évidemment, la vraie inflation, ça pourrait être parfaitement très différent à l'inflation que vous avez anticipée. Imaginez, vous, dans les cas où l'inflation que vous avez effectivement eue, c'était plus grand que l'inflation que vous avez anticipée. Dans ces cas, en termes réels, vous savez gagner de l'argent là-dedans. Vous savez faire un très bon business parce que finalement, les taux d'intérêt ex post que vous allez effectivement payer, c'était plus petit que les taux d'intérêt que vous avez prévus. Voilà. Donc là, vous gagnez. Mais du point de vue de la personne que vous prêtez l'argent, là, cette personne-là, il a perdu dans l'affaire. Mais ça pourrait être le contraire. Ça pourrait être que l'inflation que vous avez prévue, dans la réalité, c'est moins élevé que l'inflation que l'inflation que vous savez, dans la réalité, c'est moins élevé que l'inflation que vous avez prévue. Bon, dans ces cas, vous voyez effectivement que vous avez perdu parce que le taux d'intérêt ex post, il est plus grand que le taux d'intérêt que vous avez prévu dans l'année aujourd'hui. Donc là, la personne qui a demandé des fonds prêtables, vous avez perdu dans cette affaire-là, et la personne qui a prêté de l'argent, là, cette personne a gagné dans cette affaire-là. Donc vous voyez que cet effet d'inflation non anticipée, il a des effets très tordus. Là, évidemment, ça, c'est des effets qui vont affecter n'importe quel revenu différé. Un autre revenu différé très connu, c'est par exemple les retraites. Les pensions de retraite, c'est quelque chose que basiquement, pendant votre année de travail, basiquement, vous allez être en train de prêter de l'argent à l'entreprise, s'il y a un système de retraite public, au gouvernement ou à l'institution qui va gérer tout ça. Donc vous prêtez de l'argent aujourd'hui et quand vous allez être vieux et vous ne travaillez pas, vous allez recevoir de l'argent en échange. L'histoire, c'est que c'est un paiement différé.
Et vous voyez que ces paiements différents, évidemment, pour voir si c'est intéressant de le faire, on regarde les taux d'intérêt. Mais là, vous savez, vous, dans l'exemple précédent, que ces taux d'intérêt que vous savez aujourd'hui, c'est un taux d'intérêt que vous allez gagner dans les futurs. Et là, ça va dépendre de l'inflation anticipée. Donc, vous voyez que c'est tous les paiements, tous ces revenus futurs ou différés vont être très affectés par l'inflation non anticipée. Après, un autre coût social de l'inflation anticipée, c'est un phénomène que c'est très bien documenté, mais ce n'est pas très compris. En fait, dans beaucoup de pays où vous voyez que l'inflation est élevée, bah, cette inflation élevée, en plus d'être élevée, ils ont tendance à varier beaucoup, à changer beaucoup d'une année à l'autre. Donc, vous allez avoir des années où l'inflation augmente énormément, des années où l'inflation diminue énormément. En fait, on dit que l'inflation devient très volatile, change beaucoup d'une année à l'autre. L'histoire, c'est que quand l'inflation devient très volatile, c'est très difficile à prévoir la valeur qu'il va avoir. Par exemple, si vous prenez la moyenne, ben voilà, vous savez la moyenne, mais si vous avez une volatilité très élevée, du point de vue statistique, une variance très élevée, vous voyez que la moyenne, ce n'est pas une très bonne représentation, une très bonne anticipation, une très bonne prévision de l'inflation. Vous voyez qu'à nouveau, ben, l'inflation non anticipée dans notre cas, il a un coût social important. Donc la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est bah, alors si on sait que l'inflation non anticipée et anticipée, les deux, ils sont des coûts sociaux, bah, c'est quoi les types d'inflation qu'on devrait avoir dans la réalité? Est-ce qu'il devrait être zéro? Bon, dans la réalité, vous allez voir que les types d'inflation qu'on cible, non, que la Banque centrale cible, parce que rappelez-vous que la Banque centrale va contrôler la masse monétaire et alors l'inflation. Bon, les types d'inflation que la Banque centrale cible, ou que nous on cible, la société cible, c'est autour de 2%. Donc la question c'est pourquoi on cible 2% et pas 0%, étant donné que l'inflation anticipée et non anticipée, il y a des coûts sociaux. Bon, il y a deux raisons. La première raison c'est que, euh, en fait, une inflation de 2%, en fait, c'est une inflation qui en fait, il est très petit. L'idée c'est, bah, si vous vous rappelez, pour estimer l'inflation, quand on calcule les taux d'inflation, si vous vous rappelez, c'était simplement les taux de croissance du niveau de prix. Et pour mesurer les niveaux de prix, on avait deux possibilités. Si vous vous rappelez du chapitre 2, on avait les IPC, l'indice des prix à la consommation, et les déflateurs du PIB. Bon, les choses qu'on sait par plein d'études, là je vous ai dit une petite histoire là, mais l'idée, je vous dis l'idée principale, c'est que nous on sait que quand on utilise notre mesure du niveau de prix, on se trompe toujours, on a une surestimation, on pense que l'inflation est trop élevée que dans la réalité, autour de 1% de plus, un point procentuel. Donc en fait, une inflation de 2%, en fait, dans la réalité, c'est une inflation de 1%. Donc ce n'est pas très élevé. Mais quand même, on pourrait dire, mais pourquoi, malgré qu'on veut une inflation de 0%, ben, on met 1% comme une inflation? Bon, l'idée c'est que, en fait, quand vous mettez une inflation très proche à 0, on risque d'entrer dans un phénomène d'inflation négative. Et ce qu'on appelle l'inflation négative, on l'appelle souvent en économie la déflation, où les prix vont diminuer. Ben, vous allez voir maintenant avec un petit exemple que la déflation, ça pourrait être aussi quelque chose de très dangereux pour notre économie. Pourquoi on pourrait rentrer dans une chose qu'on appelle une spirale déflationniste. Donc, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que vous voulez acheter une voiture aujourd'hui, l'année 2020. Ben, imaginez-vous que vous savez que les prix sont en train de diminuer. Bon, si vous savez que les prix sont en train de diminuer, les choses qu'on pourrait imaginer, c'est que c'est mieux attendre l'année prochaine pour acheter cette voiture. Voilà, donc on attend, ah, c'était la voiture l'année prochaine. Mais mais ça, tout le monde va le faire. Donc les prix à nouveau de cette voiture va diminuer parce qu'il y a moins de monde que veut la voiture. On demande moins élevée des voitures. Donc les prix sont diminués. Et quand l'année prochaine arrive, on dit, mais je pense que les prix vont continuer à diminuer. Donc on continue à attendre. Donc les prix effectivement diminuent. Et là, on continue comme ça. Et si vous voyez ça au niveau agrégé de notre économie, les choses qui vont passer, c'est que, au fur et à mesure, si on attend que les prix diminuent, les choses qu'il va faire, c'est que les séances économiques ne vont pas faire de dépenses économiques, donc notre économie va être complètement surgelée, voilà, elle va rentrer dans une crise très importante. Donc vous voyez que de la même façon qu'il faut éviter l'inflation,
Une chose qu'il faut éviter aussi de façon très importante, c'est la déflation, parce qu'on a le risque d'entrer dans une euh, spirale déflationniste où les prix vont continuer à diminuer continuellement et l'économie va disparaître. Donc là, voilà, ça c'est la raison pour laquelle on cible 2%, parce que dans la réalité, 2%, dans la réalité, qu'on fait une erreur de 1%, c'est 1% en fait dans la réalité. Et on ne veut pas être très pro-Sacero parce qu'on risque d'entrer dans la déflation et commencer cette spirale déflationniste. Voilà, donc ça c'est la cible que dans tous les pays développés, les banques centrales, on cherche, que c'est 2%.